Bonjour François Braun. Bonjour. Les soignants non vaccinés contre le Covid vont pouvoir reprendre le travail à partir d'aujourd'hui. Ils étaient suspendus de leur fonction depuis 1 an et demi. D'abord, pourquoi on n'a pas su, jamais su précisément combien ils étaient? C'était extrêmement difficile d'avoir le chiffre exact, qu'on l'évalue à peu près à 0,3% de l'ensemble de l'effectif de la fonction publique hospitalière. On parle bien de tous les personnels hospitaliers. Il n'y a pas que des soignants dedans. Donc, on évalue que c'est à peu près 3000, sachant que parmi ces personnes, il y a des gens qui ne sont pas soignants, qui travaillent à l'hôpital sans être soignants. Il y en a d'autres qui ont fait la maladie, donc qui ont pu déjà retourner travailler. C'est assez difficile d'avoir le chiffre exact. On est très loin des 15 000 qui avaient été évoqués au moment de cette suspension. Oui, on est très loin de ce chiffre, bien sûr. Combien vont revenir? C'est toute la question. Un certain nombre ont déjà fait savoir qu'ils voulaient revenir dans leur service. D'autres, au contraire, se positionnent en disant qu'ils ne retourneront pas, qu'ils ont trouvé un autre métier, qu'ils voulaient faire autre chose. On va le savoir à partir d'aujourd'hui, puisque c'est à partir d'aujourd'hui qu'on peut s'organiser pour les faire revenir dans les services. Et est-ce qu'ils retrouveront tous leur poste d'origine ? C'est ce qui est proposé, en tout cas, c'est qu'ils retrouvent leur poste d'origine, leur niveau de carrière d'origine. C'est un peu comme s'il y avait eu une parenthèse. Mais vous savez, moi, mon travail, c'est de faire, déjà d'appliquer la loi, parce que ce retour des soignants non vaccinés, c'est l'application de la loi, après l'avis de la Haute Autorité de Santé. Et c'est ensuite de faire que les choses se passent le moins mal possible, ou en tout cas le mieux possible pour leur réintégration. Est-ce que vous accepteriez, vous, de vous faire soigner par un médecin anti-vax ? Alors, il y a cette question un petit peu de la loi et de l'avis de la Haute Autorité de Santé qui était un avis sur les vaccinations obligatoires pour les soignants, pas que le Covid, on avait toutes les vaccinations. Et puis, il y a le côté éthique aussi quand on est soignant, se protéger pour protéger les personnes que l'on soigne. Et là, j'avais demandé et j'ai demandé, j'attends leur avis, le Conseil consultatif national d'éthique aussi, puisque je l'ai dit dès le départ, cette réintégration des soignants, elle repose sur des éléments scientifiques et des éléments éthiques. Et d'un point de vue éthique, effectivement, il faut que chaque soignant s'interroge à titre personnel. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si la personne qui vous accueillait à l'hôpital, par exemple, et vous s'occupez de vous, était anti-vax? Je serais interrogatif et inquiet d'une personne anti-vax alors qu'on sait que la vaccination sauve des vies. Et pour moi, l'éthique du soignant, c'est de se protéger pour protéger les patients qu'il prend en charge. Pourtant, c'est vous aujourd'hui qui autorisez ces soignants à revenir. Qu'est-ce que vous dites aux patients immunodéprimés, notamment, qui s'inquiètent de leur retour ? Je leur dis que là, dans la situation actuelle, ces soignants, bien entendu, peuvent revenir. Et puis, il y a les protections, les gestes barrières, bien sûr, au sein de l'hôpital. Les masques sont plus obligatoires dans plusieurs hôpitaux aujourd'hui, encore une fois. Donc, est-ce qu'on ne va pas trop vite ? Et pareil, face à l'inquiétude des patients, qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, les gestes barrières dans les services, en plus à fort risque, sont bien sûr préservés. Le portage de masque est évident dans les services d'hématologie. Il y a des personnes immunodéprimées, les services de cancérologie. Donc, la protection existe. Après, est-ce que l'on va trop vite ? Non, je crois que l'avis scientifique a été donné. L'OMS a annoncé que ce n'était plus une urgence de santé publique internationale. On voit bien que cette pathologie est en train de devenir une pathologie qu'on va pouvoir comparer à la grippe saisonnière. Se pose aussi la question de la vaccination contre la grippe pour les soignants. Vous voyez qu'on a encore plein de sujets sur la table, mais en l'état, cette réintégration était prévue par la loi de 2021. Elle est effective. Vous gardez la possibilité de les suspendre à nouveau, ces soignants, si l'épidémie repartait ? Alors, pour l'instant, nous gardons cette possibilité, même si je regrette que l'association des extrêmes à l'Assemblée ait voulu faire sauter cette possibilité et demande qu'on repasse par un texte de loi si jamais c'était le cas. Une proposition de loi a été votée et ce n'est pas les extrêmes, c'est toute l'opposition qui l'a votée. Donc, c'est essentiellement l'association... Donc en fait, dans les faits, vous ne pourriez pas les suspendre à nouveau, ces soignants ? Alors... Pour l'instant, cette proposition de loi a été votée. Elle a été votée à l'Assemblée. Elle n'est pas encore effective. Il faut encore qu'elle passe au Sénat. Mais c'est quand même bien une association de l'extrême droite et de l'extrême gauche qui a porté ce texte. Emmanuel Macron a fait une promesse aux Français il y a quelques semaines, celle de désengorger tous les services d'urgence de France d'ici à la fin de l'année prochaine. Ça semble irréaliste, intenable quand on voit la situation aujourd'hui. Comment vous allez faire ? Alors, ce n'est pas irréaliste ni intenable et nous allons y arriver. Vous savez, le problème des urgences, c'est un problème que je connais bien, forcément. La saturation des urgences est liée à 2 phénomènes principaux. Le premier phénomène, c'est des gens qui viennent aux urgences parce qu'ils n'ont pas d'autre solution ou ils pourraient
avoir une autre solution, mais ils ne la connaissent pas. Et puis le deuxième problème, c'est des gens qui doivent être hospitalisés à partir des urgences et pour lesquels on ne trouve pas de lit disponible. Alors pour ce premier problème, ce qu'on appelle l'amont des urgences, c'est-à-dire avant d'aller aux urgences, il faut appeler le 15, il faut appeler le service d'accès aux soins. Nous sommes en train de généraliser ce service d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire français. Il couvre pour l'instant plus de 50% de la population. Quand vous appelez, vous avez ce qu'on appelle un assistant de régulation médicale au téléphone. C'est un métier extraordinaire qui permet d'évaluer très très rapidement, en moins d'une minute, la situation et ensuite de passer l'appel à un médecin, soit généraliste, soit urgentiste, qui va vous proposer la bonne solution. Donc, aujourd'hui, François Braun, c'est une possibilité. Est-ce que ça pourrait devenir une obligation, c'est-à-dire pas d'accueil aux urgences si on n'a pas d'abord appelé le 15 ? C'est pour l'instant effectivement une possibilité. Cela fonctionne. Les mesures que j'avais prises l'été dernier montrent que cela est efficace. Ça a diminué la fréquentation des services d'urgence. Certains départements qui l'appliquent pour l'entrée dans tous les services d'urgence du département ont montré une diminution de 20% de la fréquentation des urgences. Donc on voit bien que c'est une solution. Elle est mise à disposition de la population. On va suivre, bien entendu, les résultats. Et puis, on s'interrogera de savoir si ça doit être un peu plus renforcé ou pas. Et puis, ça pourrait être, à terme, une obligation. Ça pourrait être. Certains pays ont cette obligation en termes de prise en charge. Bien entendu, on accepte toujours les gens qui viennent dans un service d'urgence, mais la prise en charge est forcément meilleure, anticipée, lorsque cela est préparé. Les assistants de régulation médicale, ceux qui décrochent au téléphone quand on appelle le 15, vous en avez assez ? Alors, on n'en a pas assez. Il faut absolument en recruter. C'est pour ça que je lance une grande campagne pour faire connaître ce métier. C'est un métier qui est insuffisamment connu, qui est revalorisé déjà parce que la loi qui vient d'être votée les reconnaît comme professionnels de santé, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, alors qu'ils sont en contact avec les patients, au téléphone, en visio également. Et puis, c'est un métier extraordinaire parce que c'est un métier qui permet déjà de venir en aide aux gens qui nous appellent, d'aider à leur trouver la meilleure solution. Donc nous Vous allez en recruter combien ? On évalue à 2-3 000 la nécessité d'en recruter dans l'immédiat pour couvrir l'ensemble de ce service d'accès aux soins. François Braun, ministre de la Santé, invité de France Info jusqu'à 9h. Il est 8h40. Un passage par le fil info avec Maureen Suignard. Après Paris, Volodymyr Zelensky est à Londres aujourd'hui. Nouvelle étape européenne, surprise du président ukrainien. Il quitte la France avec la promesse de livraison de chars et de blindés, mais pas d'avions de chasse. Ce matin, Kiev se félicite de premiers succès pour son offensive près de la ville très disputée de Barmout en Ukraine. C'est une information France Info. Le patron de Twitter est à Versailles aujourd'hui pour le sommet Choose France, sommet lancé par Emmanuel Macron pour pousser les entreprises étrangères à investir dans l'Hexagone. L'exécutif se félicite déjà et parle d'édition record avec 13 milliards d'euros d'investissement. Pour la ministre des Sports, c'est au club de prendre des sanctions. Position d'Amélie Oudéa-Castéra, puisque ce week-end, certains joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont refusé de porter un maillot avec un flocage arc-en-ciel pour participer à la campagne de lutte contre l'homophobie dans le sport. Il est en tête, mais il devra très certainement se soumettre à un second tour. Le président turc sortant, Recep Tayyip Erdogan, crédité de 49% des voix, 45% pour son principal opposant Kemal Kılıçdaroğlu. Résultat encore partiel, les deux candidats se disent confiants. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec le ministre de la Santé, François Braun. Depuis un mois, les salaires des médecins intérimaires sont plafonnés à l'hôpital, pas plus de 1 400 € bruts pour 24 heures. Que répondez-vous au syndicat national des médecins remplaçants des hôpitaux qui parle d'une législation faite à l'aveugle car il n'y a aucune étude d'impact ? Non, je crois qu'il faut être raisonnable. Il y a une dérive qui était arrivée dans cet intérim médical. Ce n'est pas contre l'intérim médical. C'est une dérive qui arrivait à des choses totalement inacceptables, à des rémunérations pour monter jusqu'à 4 000 € pour 24 heures de travail. Et cette dérive entraînait une fuite, une perte des médecins de l'hôpital public qui partaient faire de l'intérim et donc une dégradation catastrophique de notre hôpital public. Sauf qu'avec cette mesure, aujourd'hui, plusieurs hôpitaux sur le territoire galèrent parce qu'il manque de médecins intérimaires, des médecins remplaçants. Est-ce que vous avez fait un recensement des services qui ont dû fermer partiellement ou complètement à cause de ce manque de médecins ? Alors, bien entendu, depuis un mois, nous suivons au jour le jour la situation avec les agences régionales de santé qui sont très fortement impliquées. Il faut dire aussi, c'est que les situations qui sont mises en avant sont des situations qui étaient déjà en grande difficulté avant la mise en application de cette loi. Mais où ça s'est aggravé avec cette loi.
Il est difficile de dire aujourd'hui que ça s'est aggravé. Il y a une mise en lumière de ces situations plus importante, mais il n'y a pas moins de médecins, en tout cas assez peu, qui ne reviennent pas travailler. Le syndicat des médecins intérimaires que citait Salia il y a quelques instants disait il y a quelques semaines 70 services fermés aujourd'hui en France du fait de cette application. C'est le cas? C'est le chiffre que vous avez vous aussi ou pas? Soyons raisonnables. Ils annonçaient plus de 100 services il y a un mois. Il y en avait 3 qui étaient en difficulté effective. Il y a effectivement des difficultés dans certains services. Comme je m'y suis engagé, à chaque fois, nous trouvons des solutions, nous mettons en place des solutions alternatives. Je dois saluer ici le fort engagement des professionnels de santé sur le terrain qui, à l'échelle des territoires, sont venus aider les services en difficulté. Oui, la période est compliquée par rapport à cela, par rapport à ces difficultés en personnel. Ce n'est pas nouveau, mais en tout cas, il fallait mettre un point d'arrêt à cet intérim qui dégradait l'hôpital public. Sauf que François Braun, dans certains territoires, les médecins expliquent qu'il y a effectivement des alternatives qui ont été mises en place, mais elles nécessitent parfois de rouler sur plusieurs dizaines de kilomètres supplémentaires hors chaque minute lorsque le patient est en état d'urgence. Elles comptent en fait. Donc c'est mettre en danger le patient. Non, ce n'est pas mettre en danger le patient, puisque quand vous avez une urgence, vous faites le 15, vous appelez le SAMU, et ce qu'on appelle les SMUR, qui sont ces équipes qui vont sur le terrain, ces équipes sont préservées. Nous maintenons ces SMUR pour les urgences vitales. Bien entendu, ma préoccupation, c'est d'assurer ce maillage et qu'on maintienne ce maillage. Il peut y avoir des services d'urgence dont l'entrée est régulée, nous en parlions tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on appelle le SAMU avant pour bien savoir s'il faut aller aux urgences. Mais en tout cas, l'objectif principal est de maintenir la prise en charge de ces urgences vitales, bien entendu. Le gouvernement précédent a modifié le numerus clausus en fac de médecine pour qu'il y ait davantage de médecins. Combien de temps il faudra pour que ça se voie et combien de temps pour qu'il y ait assez de médecins en France, partout en France? Pour que ça se voie, 10 ans. Donc encore 7 ans, parce que la mesure a 3 ans. Oui, à peu près, 7-8 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Combien faudra-t-il de médecins dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? C'est toute la question que j'ai posée à un de mes services, qui est l'Observatoire national des professions de santé. Sur toutes les professions de santé, sur toutes les spécialités médicales, j'aurai leur réponse en septembre. C'est un travail qui est extrêmement compliqué à mener. Mais bien entendu, nous continuons à ouvrir largement la porte des facultés de médecine. On continue à augmenter le nombre d'étudiants. C'est la même chose auprès des chirurgiens dentistes, par exemple. Nous avons augmenté, nous avons 7 facultés de plus qui vont pouvoir former des chirurgiens dentistes jusqu'à pouvoir en former 7000 par an en 2017. Donc vous voyez que nous ouvrons les vannes. Il faut aussi des enseignants. Ce n'est pas le tout de mettre des étudiants, on veut qu'ils soient bien formés. La formation française est une des meilleures. Il faut continuer à bien les former. Il faut donc aussi des enseignants pour les accompagner. En attendant, pour soulager les médecins, un nouveau texte de la majorité adopté au Parlement instaure plusieurs mesures. Vous donnez par exemple la possibilité aux pharmaciens de renouveler automatiquement certaines ordonnances. Ça concernera qui ? Ça concerne essentiellement les patients chroniques, ceux qui ont des pathologies chroniques et qui n'arrivent pas à voir leur médecin traitant tout de suite. Ça permet aux pharmaciens de prolonger le temps qu'ils voient leur médecin traitant. Nous avons aussi ouvert la possibilité d'accès à des infirmières directement, à des kinésithérapeutes, dès lors qu'ils exercent dans un groupe avec toujours bien sûr un médecin et toujours le médecin traitant qui est un peu le chef d'orchestre et qui doit rester. Il faut que ce soit un centre de santé avec à la porte à côté un médecin. On ne peut pas aller voir directement par exemple son ou sa kiné pour, je ne sais pas, se faire refaire des semelles orthopédiques. Pour l'instant, la loi prévoit que c'est tout à fait possible dans ces centres de santé ou d'une façon générale quand on a des professionnels de santé qui travaillent ensemble. Nous ouvrons l'expérimentation dans 6 départements, dont 2 départements d'outre-mer, dans un cadre plus large, sans entrer forcément dans le détail, pour voir effectivement si c'est efficace. Mais nous avons par exemple aussi dans cette loi les assistants dentaires qu'on appelle de niveau 2, qui vont permettre de prendre en charge des patients à la place du chirurgien dentiste, toujours sous sa supervision, et qui feront gagner 30% de temps à nos chirurgiens dentistes. Donc on voit bien que cette loi, elle ouvre un petit peu ce travail collaboratif entre les professionnels de santé, qui est une des solutions. François Braun, plus de 3000 médicaments actuellement en pénurie, sans compter ceux qui sont en tension. Tous les secteurs sont touchés, hein, les antibiotiques, le paracétamol, les anti-épileptiques, les anticancéreux. Comment on en est arrivé là ? Alors effectivement, on a une très forte augmentation des déclarations, alors pas de rupture ou de pénurie, mais en tout cas de risque de rupture et de pénurie. Parce que vous savez qu'en France, on a l'Agence nationale de sécurité du médicament qui est extrêmement vigilante et qui nous alerte très en amont de ces diminutions de stock finalement. Malheureusement, ça concerne le monde entier, l'Europe entière. J'étais la semaine dernière avec mes homologues européens à une réunion
un peu de crise sur ce sujet des difficultés et des pénuries de médicaments, parce que la solution, elle est française, bien sûr, et nous avons déjà pris des mesures et nous continuons à en prendre, mais elle est aussi à l'échelle européenne. Et alors, vous avez prévu de dresser une liste de médicaments stratégiques. On a envie de vous demander déjà pourquoi elle n'existait pas, en fait, cette liste de médicaments. Alors, on n'appelle pas ça médicament stratégique, qui est très particulier, puisque le terme stratégique, les plus importants, c'est les médicaments critiques. Ben, effectivement, elle n'existait pas. Elle n'existe d'ailleurs pas au niveau de l'Europe, et la France pousse pour avoir, avec d'autres pays, 18 autres pays, pour avoir cette liste aussi à l'échelle de l'Europe. Pourquoi avoir une liste ? Pour se concentrer sur la production de ces médicaments, justement, ceux qui sont essentiels, depuis la production de ce qu'on appelle le principe actif jusqu'à finalement la boîte à la pharmacie. L'industrie pharmaceutique vous répond qu'on pourra faire toutes les listes du monde. Si les prix ne sont pas assez élevés, l'industrie ne les fabriquera pas, ces médicaments. En France, ils sont vendus plutôt moins cher qu'à l'étranger. Est-ce que ça va passer, effectivement, cette souveraineté des médicaments par une hausse des prix ? Alors, la discussion, elle est effectivement à ce niveau-là, au niveau européen. Quand on dit que c'est moins cher en France, c'est pas tout à fait vrai. Déjà, en France, les médicaments sont entièrement remboursés, ce qui est quand même l'argent de la sécurité sociale. En plus, il y a sans entrer forcément dans le détail, il y a le prix, ce qu'on appelle facial, c'est-à-dire où on voit qu'il est vendu, et puis il y a tout le travail qui est fait derrière avec les laboratoires, les grossistes, pour aménager un petit peu ce prix. Mais ce n'est pas qu'une question de prix, c'est aussi une question de chaîne de production, c'est aussi une question de difficulté de principes actifs qui sont trop produits dans des pays comme la Chine ou l'Inde. Donc on voit que le problème est bien global. En ce qui concerne clairement la question sur le prix des médicaments, eh bien, nous avons bloqué pour l'instant la diminution du prix des médicaments génériques, justement dans une discussion avec les industriels pour qu'ils aient de la transparence sur leur prix de production, parce que si le prix de production, effectivement, est plus élevé que le prix de vente, on comprend bien que ça ne peut pas marcher. Et puis, sous l'égide de la Première ministre, un groupe de travail est mis en place avec les industriels et les professionnels pour voir comment adapter notre politique de prix du médicament. Mais vous dites aux industriels là, qui vont être reçus aujourd'hui par Emmanuel Macron pour le sommet de Choose France, dont vont faire partie des industriels de la pharmaceutique, on est prêt à augmenter les prix, mais dans ce cas-là, il faut s'implanter en France pour produire ces médicaments ? Alors, je verrai, moi, cet après-midi à Choose France, plusieurs industriels. Je crois que j'en vois une petite dizaine. Effectivement, il y a des questions d'implantation en France et en Europe. Il y a aussi des questions d'investissement dans la recherche et le développement. Ce n'est pas le tout. Il faut continuer. Et puis, il y a la question des médicaments très, très innovants qui coûtent très cher, qui sont souvent limités à des pathologies, ce qu'on appelle orphelines, c'est-à-dire où il y a peu de cas. Mais il y a aussi toute la problématique de nos vieux médicaments qu'il faut continuer à produire et qu'il faut que les industriels continuent à produire. Donc on voit bien que c'est un ensemble, c'est tout un équilibre qu'il faut maintenir. Oui, mais vous allez leur dire quoi ? Eh bien, je vais leur dire, venez investir en France. On est prêt à faire des efforts sur les prix. Parce que la France est un pays qui travaille effectivement sa politique de prix, parce que la France est un pays attractif. La France est le pays qui a le plus d'investissements de pays étrangers en Europe. Donc venez travailler chez nous, vous y serez bien. 8h51, le fil info avec Maureen Suignard, et on poursuit dans un instant avec vous, François Braun, ministre de la Santé. Une usine photovoltaïque près de Sarreguemines en Moselle, elle l'ouvrira en 2025 et doit créer 1700 emplois. L'officialisation se fera à Versailles aujourd'hui pendant le sommet Choose France présidé par Emmanuel Macron. 200 patrons venus du monde entier sont réunis. L'exécutif veut les convaincre d'investir dans notre pays. Et ce matin, le patron de Twitter, Elon Musk, est même reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. François Braun évalue à 3000 le nombre de soignants qui peuvent revenir à l'hôpital. Le ministre de la Santé le dit sur France Info. L'obligation vaccinale contre le Covid est levée après 1 an et demi. Il annonce par ailleurs le lancement d'une campagne de recrutement dans les centres de régulation médicale. Direction Londres pour Volodymyr Zelensky pour rencontrer le Premier ministre britannique. Le président ukrainien quitte Paris avec une promesse de livraison de blindés et de chars, mais la France refuse toujours de fournir des avions de chasse. Encore près de 90 feux actifs dans la région de l'Alberta au Canada et les secours ne peuvent pas encore dire si le pic est passé. Plus de 520 000 hectares de végétation déjà ravagés, l'équivalent en surface du département des Bouches-du-Rhône. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Toujours avec le ministre de la Santé, François Braun. François Braun, on trouve en France depuis 1 an en vente libre dans des boutiques ou sur Internet du HHC, dérivé du cannabis que certains comparent à du joint légal. Est-ce que c'est une drogue, oui ou non ? Alors c'est un produit qui entraîne une addiction.
Est-ce que c'est un produit stupéfiant? C'est la question qui est posée actuellement, en particulier à l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui va nous dire si c'est un stupéfiant ou pas. De toute évidence, c'est un produit qui entraîne une addiction forte, d'un dérivé du cannabis. Des effets psychotropes aussi? Des effets psychotropes, bien entendu, importants. Il profite d'une faille, entre guillemets, de classification. Ils ne sont pas classés comme produits stupéfiants. Je pense très honnêtement qu'ils le seront rapidement maintenant. Il y a un trou dans la raquette. Il y a un trou dans la raquette qu'il faut combler rapidement pour ne plus avoir cette vente libre qui est tout à fait... Mais un trou qui dure depuis un an. Un peu moins d'un an. C'est un produit qui est arrivé sur le marché il y a peu de temps. C'est un produit qui est ancien, qui est connu depuis les années 50, qui n'était pas du tout exploité, entre guillemets, puisqu'il faut... il n'est pas présent à forte dose au niveau naturel. Bon, c'est un produit qui prend un trou dans le marché. Il faut maintenant fermer cette porte rapidement. Interdiction à quelle échéance, a priori? Le plus rapidement possible, dès que j'ai l'avis des scientifiques sur cette classification. Je pense que c'est une affaire de semaines. Et en attendant, vous déconseillez aux Français de l'utiliser? Je déconseille très fortement. C'est un produit qui entraîne une addiction. Donc il faut absolument éviter d'en prendre. Les puffs, ce sont les cigarettes électroniques jetables qui font un carton chez les jeunes. Aujourd'hui, un adolescent sur 6 y a déjà goûté, alors que c'est normalement interdit aux mineurs. Il y a 3 mois, vous disiez sur ce plateau que ce serait le bon sens de les interdire. Quand est-ce que vous allez le faire? Je dis toujours la même chose. Et je travaille avec les parlementaires pour un projet de loi qui permettrait de les interdire. C'est un désastre pour la santé publique parce que ça amène les jeunes vers le tabac. Tabac qui tue encore 75 000 personnes par an en France, il faut quand même toujours le rappeler. C'est aussi une catastrophe écologique puisque c'est jeté, c'est pas recyclable au niveau des batteries. Donc je pense tout à fait licite de l'interdire. Le Comité national de lutte contre le tabagisme propose carrément d'interdire aussi le tabac aux moins de 21 ans. Vous êtes pour ? Très honnêtement, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. J'attends l'avis des scientifiques, voir si ça a une incidence ou pas sur le développement du tabagisme. Le prix du paquet de cigarettes a augmenté encore ces derniers jours. On est autour de 11 € le paquet. À combien il sera à la fin du quinquennat ? Écoutez, nous nous sommes engagés, c'était la loi de finances de l'année dernière, enfin qui couvre pour cette année, à ce que le prix du tabac suive le prix de l'inflation. Ça devenait un peu aberrant avec cette inflation où finalement le tabac revenait moins cher. Donc nous allons continuer à suivre cette ligne. Et puis par contre, je me positionnerai là aussi très clairement dans la prochaine loi de finances de la sécurité sociale pour augmenter aussi, équilibrer les taxes avec le tabac à chauffer, qui est toujours moins taxé. Mais il n'y a pas d'objectif affiché à plus long terme. C'est-à-dire on continue à avancer année après année. Vous ne dites pas aux fumeurs, ça va faire encore plus mal, d'ici 2027, ce sera 15 € par exemple. Non, on continue à suivre en tout cas pour l'instant l'inflation. Ce qui est sûr, et on a pu le voir ces dernières années, c'est qu'en augmentant le prix du paquet de tabac, on diminue le nombre de fumeurs. Donc on diminue le nombre de personnes qui font des maladies cardiovasculaires, qui font des cancers du poumon. C'est quand même bien pour la santé publique. François Braun, il y a quelques jours, Elisabeth Borne a demandé à tous les membres du gouvernement de faire 5% d'économies sur leur budget. Est-ce que le ministère de la Santé sera aussi concerné ? Et bien sûr, le ministère de la Santé est concerné comme tous les autres ministères. Nous avons de l'argent à engager pour refonder notre système de santé. Cet engagement, il va de pair aussi avec des économies dans les secteurs où nous pouvons faire des économies. C'est-à-dire, où est-ce que vous allez faire des économies ? Parce que, par exemple, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, dit que l'une des pistes concerne l'indemnisation des arrêts de travail. Ça veut dire quoi ? Alors déjà, la principale piste, c'est la lutte contre les fraudes. La lutte contre la fraude au niveau des régimes sociaux est quelque chose qui est importante. Nous pouvons aussi avoir une meilleure utilisation des médicaments, une meilleure utilisation de notre système de santé. Tout cela va nous permettre de faire des économies et de pouvoir dépenser ces économies pour mieux faire utilisation, ça veut dire moins de remboursement ? Non, on n'est pas dans une logique de moins de remboursement. Non, on n'est absolument pas dans cette logique-là. Vous savez, les remboursements des médicaments, ils sont définis par ce qu'on appelle leur service médical rendu. C'est un médicament qui rend un énorme service médical et remboursé. Les médicaments qui ne rendent pas de service médical ou pas mieux que ce qui existe sont moins bien remboursés. Vous pensez par exemple à l'homéopathie ? Oui, ça peut être le cas de l'homéopathie, bien sûr. On n'a pas de service médical rendu élevé pour beaucoup de médicaments de l'homéopathie. Mais sur les arrêts de travail, du coup, vous ne m'avez pas répondu ? Non, parce que sur les arrêts de travail, c'est une piste de réflexion sur des arrêts de travail abusifs. Mais uniquement dans la lutte contre les fraudes, la règle de l'indemnisation des arrêts de travail ne sera pas modifiée ? Il n'y a pas pour l'instant de piste qui amène cette modification.
Je vous dis pour l'instant oui, parce que vous savez, nous commençons à travailler avec Gabriel Attal le budget pour 2024, 2025. Vous savez que l'objectif du plan de stabilité du gouvernement est bien d'arriver en dessous de 3% de déficit en 2027. C'est un objectif que nous devons tenir pour la place de la France au niveau du monde et au niveau de sa place économique. Nous tiendrons cet objectif et nous travaillons sur le budget d'année après année. François Braun, ministre de la Santé, merci et bonne journée à vous. Merci.